Le rythme de parution des chapitres est grandement chamboulé à cause de la crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19. Notre ressenti au travers de la lecture des chapitres bimensuels en ce moment est fortement impacté. Personnellement, je trouve que Oda a eu de la malchance de se trouver face à une situation pareille, car nous sommes en plein chapitre préparateur de la guerre alors que le rythme se trouve fort saccadé. Si cela s'était produit durant les chapitres de la guerre, la hype aurait comblé l'absence d'un chapitre une semaine sur deux aisément. Mais il est plus compliqué d'être aussi hypé face aux derniers chapitres qui ont un rythme assez particulier et lent et qui n'avancent pas tant que ça l'histoire. C'était le cas déjà pour le chapitre 979 où j'avançais sur le Discord qu'hélas, si nous relisions les derniers chapitres d'une traite, nous pouvions remarquer que le chapitre 979 n'apporte quasi rien de nouveau. On a eu des répétitions de la blague avec Ulti qui répond à Kaido et qui lui manque de respect, et la blague de problèmes familiales, etc. Bref, tu l'auras compris, je ne suis pas très fan des derniers chapitres, mais je sais que mon ressenti est en partie biaisé par le rythme horrible de parution et que Oda ne peut rien y faire. Je préfère 1000 fois cette situation, c'est-à-dire ne pas apprécier une dizaine de chapitres mais savoir l'auteur en sécurité, que l'inverse. Est-ce pour autant que tout est à jeter dans ce 980e chapitre de One Piece? Bien évidemment que non, il est d'ailleurs bien même meilleur que le 979, selon moi, et il y a une analyse à faire et une review. Et c'est bien pour cela qu'on est là. Bienvenue donc pour la vidéo review du chapitre 980 de One Piece. Le chapitre se nomme Tatakaeu Music et met en avant la puissance du supernova Scratchman Apu face à Zoro et Luffy. La page de couverture, quant à elle, montre la demande répétée en mariage de Lola à Gotti qui acceptera peut-être cette fois-ci puisqu'il sait qu'il ne s'agit pas de la femme de son boss. Gotti gagnera des points dans la BJ Family et on peut imaginer Lola et les Risky Brothers rejoindre alors l'équipage de BJ. En effet, si Lola pousse Gotti, je vois plutôt ce scénario-là occurrer que l'inverse, c'est-à-dire Gotti qui quitte l'équipage de BJ. Pour finir, ce qui est aussi largement possible, bien évidemment, c'est que Gotti refuse d'épouser Lola pour continuer son aventure aux côtés de BJ. Nous en saurons dans les mois qui suivent puisque leur mini-aventure s'éternise encore plus avec le rythme temporaire de parution. Le chapitre commence avec la suite directe du précédent et même une reconstruction des événements de la dernière page. On voit dès lors Luffy s'énerver sur l'équipage de Kaido qui a jeté les Oshiruko, incapable de contenir sa colère. Il fait ce qu'il sait faire de mieux, il les tabasse. Bien évidemment, au niveau de la situation globale, cela ne change pas grand-chose puisque cette fois-ci, Law a pris en compte qu'il ne serait pas possible de leur demander de s'infiltrer calmement et a donc décidé de les utiliser afin de faire diversion. Ainsi, pour la première fois, le fait que Luffy fasse autant de bruit et attire l'attention sur lui est positif pour le plan de l'Alliance, car cela permet à Law de continuer son infiltration à l'aide de son sous-marin pour permettre de donner la possibilité au fourreau rouge de s'introduire dans le château de Kaido. Les actions de Luffy se font devant Queen et Kid qui ne comprend pas pourquoi Luffy fout autant le bordel. Chose assez marrante puisque dans le chapitre précédent, Luffy est parti en premier en disant qu'il allait prévenir Kid du plan. Kid étant assez malin pour comprendre à l'aide de ses vêtements le principe d'infiltration et donc se déplaçait, sans attirer l'attention, n'avait absolument pas besoin d'être prévenu par Luffy. Bien évidemment, cette partie-là est plus à but humoristique que dans un intérêt de développer un personnage. Il fallait une raison, comme toujours, pour que Luffy aille en premier et que Zoro le suive. Dans cet arc, la raison était Kid, selon Luffy tout simplement. J'ai personnellement trouvé ça assez marrant. Kid décide alors de profiter, comme Law, du manque de jugement de Luffy et l'assimile à son plan afin de continuer son infiltration et propose Luffy en appât. Queen, les Gifters et le monde présent seront donc tous concentrés sur Luffy dorénavant, facilitant la percée de Kid. Mais bien évidemment, cela ne va pas se passer ainsi, mais on en reparlera au moment voulu. Au même moment, une tour s'écroule devant les yeux ébahis de Kid qui ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Il s'agit de Zoro qui a suivi Luffy et lui dit, après avoir tranché une tour, de ne pas se faire repérer. Et beaucoup se posent alors la question de comment Zoro a réussi à atteindre cet endroit malgré son manque total d'orientation. Eh bien la réponse est en réalité assez simple. La manière pour Zoro de se déplacer à Onigashima a été amorcée par Oda quelques chapitres auparavant lorsque Zoro sentit l'odeur de l'alcool de très loin, leur permettant d'atteindre la tour de garde et de récupérer cet alcool pour trinquer en l'honneur de Jinbei, chose qui a été laissée à plus tard. Eh bien, Oda n'a pas fait ça au hasard. C'était pour donner un moyen logique pour Zoro d'arriver à l'endroit où il est au chapitre 980. En effet, puisqu'il s'agit d'une fête où l'équipage de Kaido mange et boit à foison, sous la musique et l'ambiance mise par Queen et Apu, il est logique de concevoir que la quantité d'alcool est bien évidemment conséquente, et ainsi Zoro n'a fait que suivre cette odeur. Une odeur que Zoro perçoit à une distance incroyable. Bref, revenons donc à notre chapitre, avec Zoro qui parvient à l'aide de l'alcool à atteindre Luffy, et qui fait un vacarme 10 fois supérieur à son capitaine, tout en lui reprochant
2 s'être fait remarquer. Luffy lui rétorque alors le gaspillage de l'eau Shiriko, chose suffisante pour que Zoro accepte naturellement les agissements de son capitaine. Cela me permet une petite parenthèse sur le personnage d'Otama qui n'a, à mon impression, pas été reconnu à sa juste valeur. Le personnage d'Otama est la personnification des maux du pays de Wano Kuni, la famine, la fierté des samouraïs, etc. Elle représente à elle seule tout le peuple de Wano Kuni. Oda a ingénieusement choisi une petite fille pour y ajouter une touche d'empathie pour les lecteurs. Mais si elle rencontre Luffy et Zoro, qui font cavalier seuls durant le début de l'acte 1, c'est pour leur donner cette connaissance de ce qui se passe dans le pays. En voyant Otama, nous avons vu tout le peuple de Wano Kuni vivant en dehors de la capitale. Et c'est pourquoi ce personnage est fort intéressant. Ainsi, lorsque Luffy et Zoro explosent de colère avec le rapport à l'Oshiriko, c'est bien plus que ce que l'on voit visuellement. Il y a un développement implicite qui englobe beaucoup plus que le personnage de Otama. Car si Luffy et Zoro pensent à elle, le lecteur doit y voir la majorité du peuple du pays des fleurs. Ainsi, l'empathie fonctionne. L'équipage de Kaido gaspille de la nourriture alors que la majorité du peuple souffre et meurt de famine. Le peuple d'Ebisu a dû se tourner vers les smiles en connaissance de cause même pour certains. Otama dans ce chapitre représente beaucoup plus qu'elle-même selon moi, expliquant les réactions mesurées pour le coup de Zoro et Luffy. Zoro était prêt à tuer Orochi lors de l'exécution de Yasuie. Il y a une forte empathie envers ce peuple et même bien plus encore. Il y a un attachement pour chacun envers certaines figures de Wano Kuni. Otama quant à elle est une porte d'entrée vers la déchéance de Wano Kuni. C'est pour ça qu'il s'agit de la première habitante native que Luffy rencontre. Luffy découvre le paysage en découvrant la situation précaire de Otama. Ce fut suffisant pour comprendre l'ampleur des dégâts du shogun. En permettant à Otama qu'elle mangera à sa faim, Luffy promet cela au peuple entier. Fermeture de la parenthèse, je pense malgré tout qu'il était important de comprendre le personnage et j'en ai profité puisque le sujet me le permettait. Mais revenons donc à la review. Queen qui entendait le bordel ne comprend pas la situation. Il voit des personnes habillées de leur tenue foutre le bordel et c'est Apu qui prévient Queen qu'il s'agit de Luffy et Zoro. Maintenant qu'ils sont reconnus, il décide alors de fuir. Chose que Apu n'accepte pas bien évidemment. Apu prévient dès lors Queen le fait que Luffy et Zoro foutent le bordel et donc que Luffy a bien réussi à fuir Udon. Chose que Queen n'était pas au courant puisque le directeur Babanuki lui avait formellement répondu que tous les rebelles avaient été capturés et que la situation de Udon était maîtrisée. Bien évidemment, nous savions que c'était le pouvoir d'Otama qui a permis cela. En effet, en donnant un Kibidango à Babanuki, elle l'a entièrement apprivoisé, puisque le pouvoir censé fonctionner uniquement sur les animaux fonctionne aussi sur les gifters. Et donc Babanuki avait ouvertement menti à son supérieur pour répondre à la demande de Otama. Apu décide alors de les poursuivre alors que Kid prend connaissance de sa position. Il s'agit d'un événement que pas mal de fans, dont moi, attendaient puisque nous voulions voir comment Kid allait réagir face au traître de son alliance. Nous apprenons dès lors que Queen veut supprimer l'un des Tobiropo et propose alors que celui qui arrive à vaincre Luffy et Zoro aura droit au poste. Quel Tobiropo Queen veut-il supprimer? Et pour moi, il y a deux possibilités qui sortent du lot. La première est bien évidemment Drake, infiltré de la marine, même si Queen ne le sait pas. Il ne peut pas supporter ses agissements et potentiellement le fait que Drake n'a jamais prêté de réel serment d'allégeance à Kaido. Et cela permettra à Drake de changer de camp plus aisément. En second lieu, il y a bien évidemment Who's Who qui 3 chapitres auparavant parlait de la possible chute de Queen. Un sentiment d'animosité potentiellement réciproque donc entre les deux. Bien évidemment, ça pourrait être aussi Ulti pour son manque de respect envers Kaido, Page One car il a failli à sa tâche lorsque Queen l'a envoyé arrêter Sangoro, etc. Les possibilités sont bien évidemment plurielles, mais je sens que ce sera Drake ou Who's Who personnellement. C'est un pari que je fais basé purement sur de l'intuition, donc voilà, ne prenez pas ça comme de la théorie. Et c'est ainsi que l'on voit pas mal de gifters et Shinichi vouloir sauter sur l'occasion. Des personnages où Oda a l'air d'avoir pris la peine de leur donner un car design spécial et stylé, et donc où nous pouvons songer à un retour de tous ces personnages qui auront un rôle parmi les membres de l'armée de Kaido. Alors pourquoi pas les futurs ennemis des Mugiwara plus faibles parmi eux? Même Luffy l'affirme en disant qu'ils semblent galères à gérer, et donc qu'ils leur poseront problème. Luffy et Zoro essayent dès lors de créer une percée sans trop s'occuper des adversaires autour d'eux, afin d'atteindre au plus vite le château de Kaido. Mais c'est là qu'intervient le supernova le plus détesté du manga, à savoir Scratchman Apu. Déjà détesté lorsque les fans avaient appris sa trahison vers Kid, ce fut pire après ce chapitre où il gagna une place dans le classement des personnages les plus détestés du manga aux côtés de Kanjuro, Orochi, Spandam, Wapol, etc. Apu vient avec l'idée de les vaincre et commence dès lors son art martial, le Tatakae Music. Technique qu'il a déjà utilisée devant auparavant face à l'amiral Kizaru. En jouant d'un instrument précis, il a plusieurs techniques. Par exemple, en jouant des cordes de son poignet, il balance des coups de poing à distance en tapant sur sa tête avec sa bouche, en forme de cymbale, instrument présent dans les batteries provoquant un bruit shan. Apu envoie une attaque tranchante invisible sur Zoro, surprenant même Zoro qui ne comprend pas d'où ça vient puisqu'il ne voit ni arme tranchante, ni mouvement permettant à créer une attaque tranchante. Pour finir, Apu tape sur son torse et cela envoie une explosion qui a l'air d'occurrer à l'intérieur du corps de son adversaire. Je dis cela car Luffy fume de la bouche comme si les dégâts furent internes.
De plus, lors de l'explosion, on voit au niveau des plans dessinés que l'explosion et Luffy fusionnent par moments comme si l'un était sur l'autre et puis l'inverse. Luffy dira même « je sais » lorsque Apu crie « en voici une autre », cela voulant dire que Luffy a tenté de voir le futur afin de pouvoir esquiver l'attaque de son adversaire. Mais ne comprenant pas le système des pouvoirs de Apu, il est impossible pour Luffy de l'éviter, comme ce fut le cas avec Katakuri face au Snake Man. Ainsi, et j'ai vu ça sur Twitter, donc merci Colo Smoker qui a fait un thread sur les pouvoirs de Apu, vous avez un lien de son Twitter en description, il faudrait être capable d'associer le mouvement de Apu et l'instrument avant l'attaque afin de comprendre quel type d'attaque Apu prévoit de faire. Car il a fait les mêmes gestes pour attaquer Kizaru à Shabondi, montrant une occurrence et ainsi permettant de créer une possibilité de contourner son pouvoir qui est en réalité très puissant. Queen est assez déçu de voir Luffy hors combat assez rapidement alors que Zoro le récupère et décide d'oublier l'idée de forcer jusqu'au château de Kaido. Luffy est hors service. Il fait alors marche arrière avec son capitaine en main et décide d'éviter de se battre pour ne pas vider ses réserves nécessaires pour les plus forts de l'équipage de Kaido et Kaido lui-même. Mais Luffy se réveille quelques instants après et décide alors de passer aux choses sérieuses. Il perd le déguisement fourni par Kinemon qui avait prévenu qu'un coup les ferait disparaître. Luffy n'a pas l'air d'avoir reçu des blessures externes, renforçant mon idée de la particularité de l'attaque de Apu. Zoro rétorque qu'il était difficile de bouger dans les déguisements et une explication, pas suffisante je pense pour les fans, vient préciser le pourquoi ils étaient aussi passifs. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié cet enchaînement, mais il s'agit d'un avis purement subjectif comme expliqué plus tôt. Objectivement, on comprend pourquoi ils ne furent pas capables de contrer les capacités de Apu, même avec le haki de l'observation de Luffy qui est très bien développé. Car le problème est qu'ils ne comprennent pas le système de son pouvoir et sont donc dépourvus de moyens d'y répondre. Seulement, je suis déçu personnellement car Oda a voulu mettre en avant Apu au détriment de Luffy et Zoro, qui prennent des dégâts inutiles quelques instants avant la plus grande guerre qu'ils aient jamais connue. Pour pouvoir mettre en avant la puissance de Apu, il a dû montrer un Zoro et un Luffy incapables de répondre et je suis personnellement pas très fan de l'idée. C'est pour le coup déjà la deuxième fois que Luffy sert à montrer la puissance des adversaires durant l'arc Wano Kuni. En effet, la première fois était épique et cohérente puisqu'il s'agit du one-shot qu'a subi Luffy face à Kaido. Un traitement assez normal dans One Piece puisque Luffy perd 2 fois face à Crocodile avant de le battre et perd 1 fois face à Lucci à Water 7. C'est un moyen scénaristique pas mal utilisé permettant aisément à l'auteur de montrer la puissance de l'antagoniste. Mais au prélude d'une guerre où les Mugiwara sont attendus par les fans, j'aurais préféré personnellement voir un Luffy inébranlable et inarrêtable. Bien évidemment, ici, ce qui se passe est bien plus logique et cohérent. Si Luffy et Zoro avaient été suffisants pour percer tous ses ennemis et atteindre Kaido, pourquoi parlerait-on d'empereur? Cette frustration est pas mal oubliée grâce à Kid qui vient se venger de la trahison de Apu qui, alors que Apu est totalement concentré sur son combat face à Luffy et Zoro, ne voit pas Kid attirer toutes les armes autour de lui pour faire un bras géant et attaquer Apu de face. Kid qui ne voulait pas se faire repérer s'est laissé guider par sa colère et voulait à tout prix se venger du traître. Je pense que la véritable haine qu'a Kid envers Apu n'est pas le fait que Kid ait perdu face à Kaido, que Apu les trahisse n'aurait rien changé à la finalité du combat, mais c'est plutôt le fait que Killer ait été réduit à un assassin à la solde d'Orochi et que Killer ait mangé un smile. Nous savons à quel point Killer compte aux yeux de Kid puisqu'ils sont originaires de la même île et ont commencé la piraterie ensemble. Ainsi, nous avions pu témoigner d'un Kid démotivé lorsqu'il fut attrapé pour la seconde fois et envoyé à Udon aux côtés de son bras droit méconnaissable. Je pense que c'est ça que Kid veut dire lorsqu'il dit ce traître là-bas est à l'origine de tout ce bordel. Le chapitre se termine sur un Apu incapable de contre-attaquer puisque totalement immobilisé, il ne peut pas faire de son à mon impression et Kid a donc un avantage conséquent dans un combat qui pourrait être expéditif et ne durer qu'un chapitre, à savoir le suivant. Et je vais m'arrêter ici pour la review, j'ai partagé mon avis tout au long de la vidéo plutôt que de le faire à la fin uniquement. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas comme à ton habitude, lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau tu peux rejoindre l'équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. N'oublie pas d'aller jeter un œil à la chaîne secondaire et de venir discuter sur le Discord, les liens sont en description. C'était Yams, El Psy, Kunguru.